Bonjour à tous, je suis Alain Griveau donc, pour le cluster ODIS et en charge de l'animation de ce deuxième webinaire, puisqu'on en a fait un la semaine dernière, pour expliquer le fonctionnement de la démarche bâtiment durable Nouvelle-Aquitaine. Donc pour ce faire, je suis entourée de différents intervenants. Donc nous avons aujourd'hui Bertrand Hautemer de l'agence OK Architecte qui accompagne ODIS dans la mise en place de cette démarche, avec Florian Battezzati de la plateforme Tipeee, plateforme technologique du bâtiment qui est basée à Lagore. Nous aurons le témoignage de Florent Castet du bureau d'études Atmosphère, qui est du groupe Eden Promotion, basé à La Rochelle. Et puis, au niveau d'ODIS, je suis accompagnée de Eve, que vous avez déjà entendu, et puis d'Elsa Nolo, qui est chef de projet BDNA, donc qui sera vraiment la référente et votre interlocutrice sur toutes les questions que vous pourrez vous poser à l'issue de ce webinaire. Voilà, et elle peut faire un petit coucou. On vous la présentera un petit peu plus tard pour la fin de ce webinaire. Pour les questions techniques, je pense que Eve vous a tout dit. Elle sera là donc pour intervenir. Si vous avez des questions, vous les posez au fur et à mesure dans le chat. Et puis, nous avons prévu à certains moments des points questions-réponses qui permettra à Eve de vous donner la parole pour les questions que vous aurez au fur et à mesure. Est-ce que j'ai tout dit au niveau pratique? Eve, n'hésite pas à intervenir si j'ai oublié des choses. Alors, pour la présentation de cette démarche, en fait, elle existe depuis assez longtemps en PACA, puisqu'elle existe depuis plus de 10 ans en PACA, sous le nom de BDM, Bâtiment Durable Méditerranéen. Et puis, elle s'est exportée en Occitanie et enfin en Île-de-France. Donc, nous sommes la 4e région qui mettons en place cette démarche. Donc, en PACA, c'est une démarche qui connaît un succès très important. Il y a des centaines de bâtiments qui sont sous cette démarche. C'est une démarche qui est volontaire, qui est pour un accompagnement et une évaluation par les pairs. Donc, ça, on va vous expliquer tout ça. Et en toute bienveillance. C'est un mot qu'on aime utiliser parce qu'il a tout son sens dans cette démarche et vous verrez que c'est vraiment l'objectif de cette démarche. En Nouvelle-Aquitaine, ça fait plusieurs années quand même que le projet est dans les tuyaux. Hein, on ne le sort pas du chapeau comme ça. On a déjà fait des visites de commission il y a 2 ou 3 ans à Marseille avec un groupe de maîtrise d'ouvrage, bureau d'études, collectivités qui sont venus voir cette démarche. On a travaillé un petit peu dans l'ombre, on va dire. C'est quelque chose qui est très long à mettre en place, vous verrez, et qui se construit aussi avec les professionnels, dont vous en faites partie, et on aura besoin de vous. Vous verrez, on va vous expliquer qu'il y a une grille d'évaluation et que on a besoin de la co-construire. Aujourd'hui, elle est sous version bêta. On vous expliquera aussi comment elle a été co-construite, cette version bêta. Et on a un soutien fort aussi de la région Nouvelle-Aquitaine, hein, qui du coup soutient financièrement aussi la mise en place de cette démarche, qui croit beaucoup à cette façon de procéder, à cette façon d'accompagner les projets, et avec ses spécificités locales. Donc vous verrez aussi comment on a aussi intégré ce que fait la région dans le domaine du développement durable. Donc nous avons été accompagnés et nous le sommes toujours, j'en ai parlé de Bertrand et de Florian, mais aussi de Christine Le Serre, qui dirige l'agence d'ingénierie en construction éco-responsable Elter, et puis de Juliette Bray aussi de Nobatec INEF4, qui sont intervenus sur le premier webinaire. Je pense que Christine interviendra aussi encore. Je ne sais pas si Juliette est là, je n'ai pas fait attention, mais en tous les cas, n'hésitez pas à intervenir au besoin. Donc, il y a beaucoup d'attentes pour cette démarche. Donc, sans plus attendre, je vais vous lancer une petite vidéo. Alors, il y a 2 petites vidéos pendant ce webinaire. On est bien conscient que la qualité n'est pas toujours possible pour des raisons de réseau, pour des raisons, voilà. En tous les cas, on vous passera les liens et vous aurez les supports. Donc, de toute façon, si le son n'est pas satisfaisant, vous aurez l'occasion de réécouter ces vidéos. Donc, on va commencer tout de suite. Voilà, donc le sommaire, le film, les principales étapes, les acteurs de la démarche. On aura le témoignage donc de Florent Castet. On vous présentera la grille. Questions-réponses, il y a plusieurs moments où il y aura des questions-réponses, pas seulement à ce niveau-là. Et puis, Elsa vous présentera les prochaines étapes. Donc, on va lancer le film.
Bonjour, laissez-moi vous expliquer la démarche BD. Cette démarche a été initiée dès 2008 en région PACA, puis s'est développée en Occitanie en 2013 et en Île-de-France en 2017. C'est désormais en Nouvelle-Aquitaine que se déploie cette démarche et s'appelle tout naturellement BDNA. Cette démarche est un outil pédagogique d'accompagnement des professionnels de la construction qui repose sur une dynamique d'intelligence collective et participative. La démarche bâtiment durable, c'est un accompagnement humain, une grille d'évaluation, une validation finale du niveau de performance par une commission interprofessionnelle publique. Elle repose sur 4 piliers. La montée en compétences de la filière, la coopération avec une grille d'évaluation co-construite, un ancrage territorial tenant compte des spécificités locales et une approche basée sur le partage et la bienveillance. Pour y parvenir, 4 ingrédients. Un accompagnateur, une commission multimétier, une méthodologie et un porteur de la démarche. L'accompagnateur anime la démarche au sein de l'équipe projet. Il s'appuie sur la grille d'évaluation pour optimiser le projet et fait le lien avec le porteur ODIS. La commission multimétier se réunit à différentes phases du projet. C'est une commission interprofessionnelle bénévole avec un public de professionnels locaux. La méthodologie est adaptée aux spécificités du territoire. Une grille co-construite en région permet l'évaluation du projet avec une attitude bienveillante. Le porteur de la démarche, ODIS, vérifie la grille d'évaluation et le travail des accompagnateurs. Il gère les supports techniques, communique et valorise les opérations. Le projet est évalué de façon continue, à l'aide de la grille et par le biais de la commission. 7 thématiques sont analysées et assurent une vision globale. Gestion de projet, territoire et site, solidaire, social et économie, énergie, eau, ressources, matériaux, confort et santé. Alors, inscrivez vos projets dès maintenant dans la démarche BDNA. On va passer à la partie présentation et les principales étapes et acteurs de la démarche. Donc, je vais passer la parole à Bertrand Hautemer qui va nous expliquer un petit peu tout ça. Bertrand, si tu veux prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Bertrand Hautemer. Je connais la démarche BDM depuis sa naissance, puisque elle est née en 2008, donc elle a déjà quand même quelques années maintenant. J'étais en région PACA à ce moment-là. Je suis maintenant en région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, voilà, je vais essayer de vous rapporter du mieux que je peux voilà, ce que sont les principales étapes de la démarche. Alors tout d'abord, il faut faire un rappel. Bon, c'est peut-être un peu lourd pour ceux qui ont déjà eu une approche, que ce soit à Bordeaux ou au FUDD. Rapidement, la démarche repose sur ce qu'on appelle un système participatif de garantie, un SPG. Alors, c'est quoi un SPG? C'est en fait un outil qui permet d'évoluer dans une discipline par les pairs, pour les pairs. Elle est basée sur 6 grands piliers. C'est déjà la démarche, c'est une vision commune. Donc, c'est tous les acteurs de la démarche qui entretiennent la démarche, qui passent leur projet en démarche, qui la font évoluer, qui participent ou au moins qui viennent assister à des commissions publiques. Donc, cette participation, elle est très importante parce que c'est ça qui fait vivre. En fait, on n'est pas dans un système de certification fermé où on a un certificateur enfermé dans son bureau qui va vérifier qu'on a coché des cases sur une grille. C'est bien plus que ça et on va vous l'expliquer. Il y a une notion importante, le 3e pilier, donc après la vision commune et la participation, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde comprenne comment elle fonctionne, par qui elle fonctionne et qui la fait évoluer. Il y a une notion de confiance. S'il faut que, voilà, comme la notion de transparence, en fait, il faut qu'on puisse être chacun intègre par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on offre et par rapport à ce qu'on reçoit. Il y a une notion d'amélioration continue, c'est-à-dire que la démarche qui a déjà été faite dans les différentes régions comme la région PACA, la région Occitanie et la région Île-de-France ont déjà fait l'objet de mises à jour, de corrections, et ces corrections se font de manière participative. C'est-à-dire qu'il y a des ateliers pendant lesquels les choses se font en commun
et le résultat est publié à tous. Dernière notion, c'est une notion d'horizontalité, c'est que face à la démarche, on est tous égaux. C'est-à-dire que les acteurs soient des maîtres d'ouvrage, des entreprises, des utilisateurs, des personnes faisant partie de l'équipe de maîtrise d'œuvre ou des organisateurs comme ODIS, lorsqu'il s'agit de travailler sur la démarche, d'en vérifier sa gouvernance, c'est tous autour de la table qu'on est et ce sont des décisions qui se font de manière horizontale. Donc voilà un peu, si je dois résumer en 6 thèmes ce qu'est le SPG. Donc c'est quelque chose qui est né dans les années 80. Donc c'est notamment Nature et Progrès qui s'est emparé du principe pour pouvoir essayer de développer une agriculture plus responsable. Et donc ici, c'est transposé au bâtiment. Pour vous le définir le mieux, en fait, ce qu'est un SPG, c'est de vous expliquer comment fonctionne la démarche. Donc on peut passer à la slide suivante. La démarche BDM, en fait, c'est la démarche BDNA, pardon. C'est avant tout un jeu d'acteurs qui vont se rassembler autour d'un outil. Et un outil qui va se développer en différentes phases, on va le voir par après. Donc, bien sûr, dans une opération classique de bâtiment, on a un maître d'ouvrage qui est éventuellement accompagné d'un AMO. On a une équipe de maîtrise d'œuvre qui va conceptualiser le projet. Une équipe de réalisation et d'entreprise qui vont le réaliser et une équipe et les usagers qui vont utiliser le bâtiment, qui vont y vivre. Donc, ce que la démarche BDNA rajoute comme acteur ici, ça va être la structure, donc ici ODIS qui va porter la démarche et au sein de quelqu'un qui peut être au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre ou en externe, ce qu'on va appeler un accompagnateur. Donc l'accompagnateur, il va être en charge de rédiger la grille, de cocher les cases, de rassembler les pièces constitutives de la grille. Voilà, merci, super. Donc, comment ça se passe dans le temps? Dans le temps, on a le maître d'ouvrage qui décide ou non de faire une démarche qualité environnementale. Il y en a plusieurs, hein, donc il y a notamment une série de certifications où il y a la démarche BDNA. On va lui mettre à disposition une grille donc qui comporte différents critères, sous-critères, elle va vous être développée après. Et il va pouvoir voir déjà si son programme est compatible avec la démarche en question. Donc les 7 thèmes qui vous ont été donnés, en fait, en dessous, il y a différents critères auxquels on peut répondre ou ne pas répondre, voir s'il peut le faire, éventuellement adapter son programme du coup pour arriver à pouvoir rentrer dans la démarche BDNA et faire un vrai bâtiment durable. Pour ce faire, pour pouvoir avoir accès à cette grille, donc il va contacter ODIS. ODIS va lui mettre à disposition la grille et va lui proposer aussi un accompagnateur où il va pouvoir choisir un accompagnateur pour pouvoir faire cette tâche. Le profil de l'accompagnateur, je reviens vite dessus, c'est quelqu'un qui est déjà aguerri à la construction durable, qui est assuré en décennal, donc c'est pas juste un conseiller qui n'est pas un payeur, et pour bien faire, qui a déjà travaillé dans une démarche équivalente à celle-ci. On peut passer peut-être à la slide suivante. Donc, une fois que cette première étape a été faite entre ODIS, l'accompagnateur et le maître d'ouvrage, l'équipe de maîtrise d'œuvre qui va prendre en charge, donc suite au programme qui a été fait, va donc se réunir et va utiliser la grille comme checklist, comme référentiel pour pouvoir élaborer son projet et pouvoir le concevoir. Il y a un travail qui va être mené entre l'équipe de maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage et l'accompagnateur, donc essentiellement maîtrise d'œuvre, accompagnateur dans un premier temps et réunion type avec le maître d'ouvrage, avec différents points d'étape. Ce premier cheminement, cette première étape de la démarche va se faire environ jusqu'à l'avant-projet. On va dire à peu près le dépôt de permis, donc un projet qui est déjà quand même techniquement assez ficelé, qui peut encore être ajusté dans les phases ultérieures.
mais on permet, enfin, une phase qui nous permet déjà de voir assez clair sur ce que va être le futur projet. Ensuite, je veux bien la diapo suivante. Après ces différentes étapes, en fait, la démarche BDNA, pardon, c'est pas juste une grille à remplir, c'est pas juste un accompagnateur qui va aider à faire monter un peu le projet en qualité. Ça va être aussi le fait de faire évaluer son projet par un nouvel acteur, enfin une équipe de nouvel acteur qui va être un jury. Et ce jury sera présent dans une réunion publique. Donc, pour ce faire, on va préparer ce qu'on va appeler la première commission qui sera la commission de conception. Oui, merci. Super. Non, je veux bien revenir sur la précédente, voilà. Voilà. Alors, pourquoi je parle de commission de conception? C'est parce que, en fait, le projet va être évalué 3 fois pendant la durée de la démarche. Une première fois en conception, donc là on vient à peu près de décrire la phase, une seconde fois une fois que le projet sera réalisé, et une troisième fois après 2 ans de fonctionnement. Donc, pour juste rapidement synthétiser ces 3 phases, la première, donc, c'est comment on a imaginé le projet, la suivante, c'est comment on a pu le réaliser, et la dernière, c'est comment est-ce qu'il est vécu dans la réalité. Donc, c'est important au sein de la démarche de pouvoir enfin, d'avoir un projet qui ne vit pas uniquement sur une idée, mais qui vit aussi dans sa réalité de comment on a pu réaliser cette idée. Et surtout, après, est-ce que tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a fait, est-ce que ça marche vraiment? Et même si ça ne marche pas, il faut le dire, parce que le principe de la démarche BDNA, c'est de faire évoluer la qualité constructive, la qualité environnementale. Donc, donc une fois qu'on a préparé notre première commission, donc la commission se passe de la façon suivante. Donc, je vous l'ai dit, elle est publique, donc n'importe qui peut venir assister, peut même intervenir, poser des questions, donner ses conseils de manière tout à fait libre. La commission, par contre, il y a un noyau dur, c'est le jury. Donc, ce sont des gens qui ont été formés à la bienveillance, qui sont là avant tout, d'une part, pour mettre en valeur le projet, pour essayer de trouver ce qui va bien, essayer de faire améliorer ce qui est améliorable en l'état en phase conception, et enfin reconnaître le projet. Donc, il y a différents types de reconnaissance qu'on a au sein de la démarche. Donc, il y a une reconnaissance CAP, bronze, or, argent, donc en fonction du niveau de qualité environnementale du projet. Tout ceci se fait, donc c'est une présentation qui dure environ 45 minutes pendant laquelle effectivement le projet est détricoté selon les critères de la démarche. Hein, donc en fait, on prend les éléments clés de la grille et on essaie de présenter le projet sous toutes ses coutures. À la fin de cette commission, effectivement, il y a aussi des possibilités de déclarer des points innovants qui ne sont pas nécessairement dans la grille, mais qui méritent d'être mis en évidence sur un projet. Et donc, ça permet éventuellement aussi de faire reconnaître davantage le projet. Donc là, voilà, on peut passer à la slide suivante. À la sortie de cette commission, donc l'équipe qui a présenté, donc l'équipe de maîtrise d'œuvre, bien sûr l'accompagnateur qui est le pilote de la présentation, la maîtrise d'ouvrage, retourne à la phase suivante, donc à la phase pro, avec des éléments nouveaux, peut-être qu'elle a reçu en commission, ou éventuellement un feu vert total sur ce qu'elle pourra faire, et va préparer le projet en détail, pour le faire consulter par des entreprises et pour pouvoir réaliser l'opération. Donc, ce qui est important, c'est que là, on fait rentrer l'acteur suivant qui seront les entreprises. Les entreprises, donc il faut aussi qu'elles soient mises au courant du fait que le projet est en démarche, qu'elles soient sensibilisées à diverses actions, parce que la démarche, c'est pas uniquement des éléments de conception. On en a parlé tout à l'heure, il y a la notion de gestion de projet et donc la façon dont le projet va être réalisé. Donc, on peut parler de gestion de déchets, de chantiers propres, de pénibilité des artisans, de choix des artisans selon leurs compétences, va rentrer en jeu dans cette phase. Donc, elle est assez importante.
Le pro se fait, le DCE est délivré, les entreprises ont été choisies, notamment en fonction des critères de la démarche BDNA, et le chantier se réalise. Pendant le chantier, l'accompagnateur est toujours là. Donc lui, il va aussi suivre le chantier, bon, pas de manière hebdomadaire comme va pouvoir le faire une équipe de maîtrise d'œuvre, mais de manière ponctuelle pour vérifier qu'effectivement les critères de la démarche sont bien respectés, sont bien mis en œuvre, éventuellement repérer les innovations faites par les entreprises sur le chantier pour mettre à bien un projet exemplaire. Le référent ODIS, donc, qui est la personne chez ODIS qui va aussi qui suit la démarche et qui épaule l'accompagnateur, va également faire des visites sur le chantier. Donc, il a plutôt une mission de contrôle à ce moment-là. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Et ensuite, à la livraison du projet, à nouveau, l'accompagnateur ODIS vont préparer le passage en commission et le projet va être présenté sur la façon dont il a été réalisé. Donc, ce qui est intéressant à cette commission, c'est que ce n'est pas uniquement les concepteurs, ce n'est pas uniquement le maître d'ouvrage qui sera présent. On va demander aussi aux entreprises de venir témoigner de la façon dont le chantier s'est déroulé. Donc, ce qui est important, on se rend compte dans le bâtiment, c'est qu'on a toute une série de savoirs, on a toute une série de savoir-faire, mais souvent, ça bug à partir du moment où il faut le mettre en œuvre. Donc, la qualité des entreprises, le choix qui a été fait, la façon dont ils ont été sensibilisés sur le chantier, la façon dont ils ont réagi, la façon dont ils ont pu innover pour faire du bâtiment durable, elle va être déclarée à cette commission. Donc, à nouveau, toujours commission publique, jury bienveillant, on évalue le projet. Alors, le projet peut éventuellement, ou pas, monter de reconnaissance. Donc, si par exemple, on avait un projet qui était reconnu CAP, il pourrait devenir bronze parce qu'il a été plus loin dans le développement de la phase conception pro ou il a été plus loin pendant la phase réalisation. On peut passer à la slide suivante. Une fois que le projet est réalisé, il est livré, donc il va être occupé. Ce qui est intéressant de voir à ce moment-là, c'est si tout ce qu'on a conçu, tout ce qu'on a réalisé est capable de tenir ses promesses, s'il est bien vécu, si éventuellement, si c'était un bureau, s'il y a moins d'absentéisme par rapport au bureau précédent, si les gens s'y sentent bien, si le bâtiment est sobre, s'il consomme peu, s'il n'y a pas de soucis de maintenance, s'il n'y a pas eu de difficulté à régler le bâtiment dans ces premiers mois, dans ces premières années, s'il n'y a pas eu d'incohérence entre ce qui avait été imaginé en termes de gestion, de consommation, et l'accompagnateur va avoir la mission là de relever toutes ces informations, éventuellement d'aider aussi les usagers à utiliser le bâtiment par rapport à ce qu'il a pu recueillir pendant les 2 premières phases. Cette dernière phase, elle va durer 2 ans. Donc pendant 2 ans, il va y avoir cette recherche d'informations, diverses visites de l'accompagnateur en fonction de l'importance du projet. Aussi une visite d'ODIS à ce moment-là pour pouvoir effectivement vérifier qu'on est bien en cohérence avec tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Et une fois que toutes ces données sont récoltées, une fois que toutes ces missions ont été effectuées, on va préparer un 3e passage en commission pour apporter ça au public, toujours devant le jury et de manière publique. Cette 3e phase, en fait, elle va conduire, après, donc avec tout ce qu'on a accumulé comme données, à un retour d'expérience du bâtiment. Et c'est ce qui va pouvoir permettre de faire progresser. Donc, il y aura de la documentation pour les bâtiments suivants. Je reviens vite pour synthétiser, si vous avez, parce que j'ai été un peu rapide sur la présentation des différents acteurs. Donc, on a effectivement les acteurs habituels, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise. Donc, on a en plus notre accompagnateur et la structure ODIS qui va réguler la démarche. On va regarder un petit film sur le déroulement d'une commission.
Cette opération propose 12 bâtiments à taille humaine et des surfaces de 140 mètres carrés à 3500 mètres carrés, notamment pour les PME et les artisans. Nous avons créé une petite anecdote, un jardin gourmand sur place qui est en fait destiné soit aux intervenants extérieurs ou soit sur le site de manière à créer un parc de culture de fruits ou de légumes et créer une ouverture en ce sens. De redonner un peu de la vie dans ce territoire qui pour l'instant est conquis plutôt par le contraire. De se préoccuper du confort d'été parce que on est dans un vallon, donc l'hiver on n'a pas beaucoup de soleil, mais l'été par contre on en a quand même. Et toute cette conception nous a mené à une rue centrale dans l'esprit d'un cœur de village, donc du village d'entreprise, qui permet en fait de regrouper les activités liées aux entreprises au centre et d'ouvrir le paysage et tout le cheminement piéton vers l'extérieur et entre les bâtiments. Donc là, on voit entre autres un cheminement piéton qui parcourt le site, ainsi qu'en fond le jardin gourmand dont parlait M. Attouche tout à l'heure. GSE a choisi de construire un bâtiment en ossature bois, ce qui est très positif pour nous dans le suivi de fonctionnement, parce qu'en fait, on a ce bâtiment qui est juste à côté, qui a, vous voyez, exactement la même volumétrie, même orientation, et on va mettre des sondes de température, et voilà. Donc on a 2 bâtiments test qu'on va pouvoir surveiller à la loupe là. C'était quand même un site pollué au départ, mais qui abritait des espèces protégées, donc sur lequel il y a un travail qui est fait pour essayer de respecter le plus possible tout cela. Des écomatériaux engagés pour respecter les prérequis matériaux, et on remercie la grille BDM de permettre cela. Aujourd'hui, il faut vraiment voir que le terrain est une friche et que ce projet valorise le terrain existant. Il y a une grande surface qui a été conservé et destiné aux espaces verts de manière à valoriser le site, à valoriser le projet dans son environnement. Vous êtes en lotissement d'entreprise, vous êtes contraint par des bâtiments qui sont peu chers, qui sont très rigides, donc une architecture très standardisée. Et effectivement, c'est de profiter de votre démarche BDM pour travailler sur les espaces communs, sur les espaces publics, sur les cheminements. Vous avez parlé, c'est intéressant, en fait, de rues de village. Et ça serait bien de travailler, en fait, sur cette partie d'espaces communs, voire à ombrer aussi, en fait, ces zones de stationnement de véhicules légers par des arbres. Ça masque déjà les automobiles. Ça fait des transitions entre la rue et le bâtiment qui sont plus douces. Pour revenir peut-être sur la remarque de monsieur, effectivement, c'est la première fois que nous avons un projet chez Périal qui entame une démarche au niveau de la voirie, même si ça peut paraître encore un petit peu léger sur les plans, mais on a quand même pas mal d'essence. Et c'était une démarche forte de vouloir en fait valoriser le site avec ce jardin gourmand qui représente peu de choses. Mais il y a un aspect très intéressant sur la comparaison entre 2 systèmes constructifs là, qui est à noter, et puis qui, effectivement, on sera attentif au retour. Je voulais vous dire quand même que c'est vraiment très, très honorable et courageux donc, que Périal se lance dans la démarche BDM. Vous savez qu'on se déploie aussi dans d'autres territoires. Cette forte valeur environnementale, c'est notre image de marque. Donc, on est là effectivement pour vous apporter quelques petits conseils. En phase de réalisation, on attend avec impatience de voir ce que vous allez pouvoir déployer avec les entreprises. Ce qui est intéressant avec votre projet, c'est qu'on est en phase conception, donc je vais mettre que 5 au point de cohérence durable, mais quand vous allez avoir les premiers locataires, les premiers usagers, vous allez peut-être pouvoir améliorer cette cohérence durable et apporter, en fonction des activités qui vont s'installer, bien sûr, et apporter de la vie à ce quartier. Alors, vous obtenez 54 points en niveau bronze, et écoutez, en tout cas, on vous félicite vraiment très très fort. On peut vous applaudir, ce projet est reconnu, donc en phase conception, bronze. J'aurais 2 questions quand même qui sont en lien avec ce que l'on vient de voir. Si tu es d'accord, Anne-Laure.
Oui, je suis d'accord. Merci. Donc, Céline Granou, on reviendra à votre question tout à l'heure, mais première question, Sandrine Baribeau, si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez allumer votre micro et poser votre question qui est relative finalement au jury, voilà. Est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour, tout le monde m'entend aussi? Allez-y, posez votre question. Oui. Donc oui, moi je me posais effectivement la question de savoir de qui était composé le noyau dur dont vous avez parlé là, des commissions, à savoir le jury, puisque vous nous avez dit qu'ils connaissaient la démarche, qu'ils avaient été formés, mais voilà, qui est ce jury, comment il est composé, est-ce qu'il est choisi à chaque fois, enfin que voilà, qui c'est? Merci. Bertrand, une réponse? Oui, alors les membres du jury sont recrutés ou se proposent au sein de la structure ODIS. Donc, ce sont des adhérents déjà d'ODIS. Ce sont des gens qui sont expérimentés dans la construction durable. Si possible, s'ils ont déjà vécu des commissions dans d'autres régions, c'est un grand plus. En Occitanie, en région PACA, en Île-de-France, en fait, il y a une charte et il y a une petite formation pour devenir membre du jury. Donc, ce sera certainement comme ça aussi pour BDNA. Donc, en fonction des commissions, effectivement, il faut qu'il y ait un nombre de membres du jury minimal pour pouvoir faire la commission. Donc, en gros, si vous êtes boucher charcutier, ça marche pas. Si vous êtes architecte de la construction durable depuis 10 ans ou une entreprise de charpente spécialisée dans la construction en bois local, dans les isolants, ben, effectivement, vous avez toute votre place dans un jury, par exemple. Ou un très bon thermicien, un très bon chauffagiste peut venir dedans. Un directeur d'office HLM, par exemple, ou un chef de projet dans une collectivité territoriale qui s'occupe d'aménagement et de bâtiments peut venir dans une commission. C'est clair qu'il vaut mieux avoir vécu plusieurs commissions, soit dans une des régions ou au fur et à mesure en Nouvelle-Aquitaine, pouvoir comprendre son rôle au sein de la commission. Merci. Il y avait Flora, si vous nous entendez, Flora Ruesca. Vous aviez également une question. Si vous pouvez connecter votre micro pour pouvoir la poser, s'il vous plaît. 2 questions même. Oui, j'avais posé la question sur ce qu'on attendait par accompagnateur, mais ça a été répondu. J'ai eu quelques réponses tout à l'heure. Du coup, ce que je me posais vraiment la question, c'était par rapport à ce qui avait été dit sur le fait qu'il faudrait… Bon, c'est mieux de travailler déjà sur les personnes qui ont déjà travaillé sur une démarche similaire. Or, la question que je me posais, comment avoir travaillé sur une démarche similaire dans notre région, sachant que sur notre région, la démarche des BNA est récente et vous êtes en train de vouloir la mettre en place. Donc, ça veut dire qu'on va faire venir des architectes de la région PACA ou d'Occitanie afin qu'ils nous apportent leur expérience, par exemple. Donc, je me posais la question. Vous avez répondu un petit peu en disant que le bon thermicien pourrait faire partie de la commission ou être accompagnateur. Après, comment définissez-vous qu'est-ce qu'un bon thermicien? Il y a aussi, par exemple, est-ce que vous mettez en place les niveaux d'études? Par exemple, moi, j'ai une licence professionnelle en environnement et construction. Donc, j'ai travaillé sur la démarche HQE. Donc, pendant pas mal d'années via ma formation, ce genre de choses. Quels sont les thèmes, quels sont les critères? Donc, j'ai demandé aussi, j'ai posé la question sur comment, est-ce que vous prenez en compte, par exemple, la réglementation ATE 2020, RE 2020 dans la grille des 7 thèmes, par exemple? Donc, alors, je vous interromps, Flora. Sur la grille, on va y revenir. Je ne sais pas qui vous avez posé des questions, mais moi, je ne les ai pas reçues. Donc voilà, je pense que c'est directement Anne-Laure. Donc, renvoyez bien les questions sur le chat ouvert à tout le monde, comme ça, tout le monde verra toutes les questions.
je remets un petit peu d'ordre dans tout ça. Et alors après, si les réponses par rapport à la partie accompagnateur n'ont pas été suffisamment précises, Bertrand, est-ce que tu peux préciser quelles sont les compétences, obligations qu'il faut pour devenir accompagnateur? Merci. Alors, dans les autres régions, les accompagnateurs, bon, déjà, effectivement, pour pouvoir prétendre à la formation d'accompagnateur, parce qu'un accompagnateur sera évidemment formé à la démarche, présente sa candidature. Dans sa candidature, effectivement, il y aura un CV. Ce CV sera analysé par ODIS déjà pour voir si effectivement il est conforme, s'il témoigne d'une expérience suffisante dans le bâtiment durable. Généralement, ce sont des architectes, des AMO, des ingénieurs qui se présentent à ces postes-là. Effectivement, s'ils viennent d'arriver dans le monde de la construction, s'ils sortent de leurs études, aussi brillantes soient-elles, ça risque d'être un peu juste. Donc, il faut à la fois témoigner de certaines compétences et d'une certaine expérience. C'est vraiment horrible ça. Ok, donc par rapport, donc ça veut dire que oui, il faut notamment sur la question du chantier. Je veux dire, quelqu'un qui a toujours été enfermé dans son bureau, s'il n'a pas connu à un moment le monde opérationnel d'un chantier, ça va être difficile. Ça va être difficile pour lui de faire ce métier. bien sûr. Donc le nombre d'années d'expérience est quand même essentiel pour faire partie du jury et être accompagnateur. Ouais, encore une fois, il est conseillé. Alors pour le moment, en période de confinement, c'est un peu compliqué, mais c'est d'aller se rendre au moins voilà, en Occitanie, à Toulouse, par exemple. Il y a quand même assez souvent des commissions d'évaluation, ou à Paris, pour ceux qui sont le plus au nord, d'aller passer une journée là-bas et de vivre une commission ou deux ou trois, plus on en vit, mieux c'est. C'est parce que c'est vraiment là qu'on comprend vraiment comment la démarche fonctionne. Alors, pour compléter, il y avait une question de Céline. J'ai perdu votre nom, Céline Granou. Si vous pouvez allumer votre micro, et c'est Elsa qui va répondre à votre question. Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc moi, je suis accompagnatrice BDM depuis le début et je suis aussi membre du conseil d'administration de chez BDM. Et c'est une démarche qu'on suit depuis un long moment et avec la possibilité du coup, puisque je suis responsable Grand Sud, de déployer du coup des missions BD Nouvelle-Aquitaine prochainement. Et du coup, mes questions étaient pour les personnes travaillant dans la structure sur les prochaines sessions de formation des accompagnateurs et si la démarche bâtiment durable allait être également étendue à quartier durable. Voilà, parce que il y a possiblement des projets qui pourraient être intéressés. Donc voilà, tout l'objet de mes deux questions. Merci beaucoup. Merci. Donc, la démarche a pour vocation dans le futur de s'étendre à la partie quartier également. Aujourd'hui, on la déploie uniquement sur la partie bâtiment, mais dans le futur, on la déploiera également pour le quartier durable. Et sinon, pour les prochaines formations accompagnateurs BDNA, pour l'instant, elles sont planifiées plus à la fin de l'année 2020, voire début d'année 2021. Okay. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup. Merci. Et on peut faire des projets tests ou pilotes. S'il y avait un projet qui voulait se lancer dans la démarche BDNA avant, vous pensez que ça serait possible? On vous en reparlera à la fin. Je vais vous détailler le planning pour la démarche BDNA à venir. C'est parfait, merci beaucoup. Merci. Dernière question. Oui, de refermer les quand vous avez terminé vos questions. Dernière question, Julien Cœur-de-V, si tu peux allumer ton micro, tu avais une question qui a été à laquelle on a partiellement répondu peut-être. Donc, si tu n'es pas satisfait de la réponse, si tu as besoin de complément, n'hésite pas à repose-la. Et puis, il y avait une suite. J'oserais pas. Bonjour à tous. Non, je crois que Bertrand a évoqué peut-être une formation aussi de membres du jury. C'était ça, même si elle est peut-être plus rapide que les accompagnateurs, mais c'est un peu l'idée. Oui,
Ben, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait le même rôle, donc la formation est effectivement elle est un peu plus courte, mais pour autant elle est nécessaire. Je sais pas ce qu'il faut rajouter d'ailleurs. Oui. Ok, donc voilà, c'est ce qui est pratiqué ailleurs pour le moment, et donc vous avez la même idée, quoi. Effectivement, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur les autres démarches. Et je voulais revenir justement sur Cartier, parce qu'on a évoqué Cartier, mais peut-être que pour beaucoup de personnes, ça ne parle pas. En PACA, ils ont, après plusieurs années, développé effectivement la démarche à l'échelle d'un quartier. Et donc, aujourd'hui, elle est bien développée en PACA, mais c'est effectivement une grille complètement différente, des acteurs complètement différents. Donc, c'est un gros travail. Donc, on fera d'abord le bâtiment et ensuite, effectivement, on est bien conscient que c'est important de le faire à l'échelle d'un quartier. Quant aux formations, effectivement, il y a des formations plus ou moins light et en l'occurrence, justement, pour ceux qui sont partie des commissions, une formation aussi à la bienveillance. Ça voilà, on va continuer et puis je pense qu'on va répondre à pas mal de questions dans la suite finalement de la présentation. Donc, je vais donner finalement quand même la parole à Florent Castet qui va justement nous donner un témoignage en live de ce qu'il a vécu avec une démarche sur un projet du groupe Eden. Florent, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc oui, je suis Florent Castet. Je travaille au sein du groupe Eden dans la filiale d'ingénierie Atmosphère. Donc c'est avec un œil de promoteur et un œil d'ingénieur que je vais vous présenter le programme suivant. Donc c'est la résidence Mafalda. On peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît, Anne-Laure. Je ne sais pas si on entend bien. On t'entend très bien, ça grésille un peu, mais ouais, on t'entend. Ok. Donc, la résidence Mafalda, c'est 39 logements collectifs, avenue de Grasse, à Cagnes-sur-Mer. 1R+5, 30% de logements sociaux, 5,6 millions d'euros de coûts travaux. On peut passer à la diapo suivante. Donc, l'objet de cette présentation, c'est de vous faire part un petit peu de notre première expérience. On s'est retrouvés, nous, un petit peu loin de nos bases et confrontés pour une première fois à cette démarche BDM. Et on avait envie, quand même, très envie de témoigner de cette première expérience parce que c'est une démarche qui nous plaît beaucoup. Même si, on va venir par la suite, il y a quand même des points avant d'être développés. Les points forts de notre projet sont assez standards. On a mis l'accent sur la gestion de l'eau, le confort et la santé et l'énergie. On peut passer à la diapo suivante. C'est un programme aujourd'hui qui est en attente d'acceptation du permis de construire. Donc, on n'a pas encore eu l'occasion de présenter le projet en commission, mais on a travaillé avec un certain nombre de personnes sur l'établissement de la grille et on a éprouvé le référentiel. Donc, sur cette première expérience, qu'est-ce qu'on en retire? Tu peux revenir juste à la diapo précédente, s'il te plaît? Voilà. Pourquoi s'engager dans la démarche BDM? Avant tout, c'était une nécessité. Le maire de Cagnes-sur-Mer avait demandé à ce qu'on s'inscrive dans ce cadre-là. Une nécessité, mais aussi un besoin. Donc, il y avait un promoteur sur place à Nice, un promoteur à Bordeaux, un architecte à Bordeaux et un cabinet d'ingénierie à La Rochelle. Il y avait besoin de structurer la réflexion autour de la démarche environnementale de façon à ce qu'on soit tous en phase sur les objectifs et les moyens à accorder à nos ambitions environnementales sur ce programme-là. Donc, c'était vraiment un besoin. Enfin, cette démarche, ça a été aussi des résultats, parce que comme on nous l'avait conseillé en formation d'accompagnateur BDM, on s'était initialement fixé comme objectif pour une première expérience le seuil 4 BDM. Et en fait, on s'est assez vite aperçu que les promoteurs avaient, entre guillemets, mordu à l'hameçon et avaient envie de qualifier leur programme un petit peu au-delà de cette première de ce premier objectif. Au-delà de la rapide prise en main du référentiel par l'architecte, les promoteurs, on a été très surpris sur cette opération de voir que les services instructeurs, par exemple, de la mairie,
avait aussi parfaitement assimilé le référentiel et nous avait même interrogé sur certains points en lien avec la démarche BDM, chose qui actuellement ne nous était jamais, jusqu'à ce jour-là, ne nous était jamais arrivée avec d'autres services instructeurs. On peut passer à la diapo suivante. Donc, je vous ai dit que l'eau, la gestion de l'eau était un point fort sur ce programme. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à un programme standard? Des appareils hydroéconomes, comme ce qu'on peut retrouver dans bon nombre d'opérations. On travaille sur le choix des essences locales, sur la récupération des eaux de pluie, sur la gestion des débits de fuite, sur la surface de pleine terre, mais aussi sur la gestion des transferts hygrothermiques dans les parois. Donc, on peut changer de diapo si tu veux, Nord. Donc, en fait, on parle essentiellement là d'un ensemble de petits détails qui, à la fin, font la différence, puisque sur un plan, on va dire, purement comptable, sur ce point-là, on vient chercher quand même presque 9 points, ce qui fait plus de 20% des points qui permettent de prétendre au BDM bronze. Bien sûr, on parle là que de préconisations relativement simples, dont l'impact économique est, somme toute, relativement acceptable à l'échelle d'un programme comme celui-ci. Ça n'excède pas 1,5% du coût de travaux. Ce sont des préconisations simples, mais aujourd'hui, dans le logement neuf, ils sont trop peu souvent mises en œuvre. Surtout si on ne travaille pas avec une démarche qui vient rappeler les enjeux et l'intérêt de se pencher sur ces thématiques-là. C'est un petit peu la même question pour l'énergie. On n'a rien fait d'extraordinaire. On est sur un BBO à moins 25%, un CEP à moins 20%. Donc, on a une ambition aussi sur le volet carbone d'atteindre le C1. Rien d'extraordinaire. On peut changer de diapo. Si ce n'est que là encore, ce sont les petits détails qui vont faire, entre guillemets, la différence avec le standard des opérations livrées à ce jour en logement neuf. Donc là encore, on parle d'un impact économique relativement modéré. 100 000 € sur l'opération, 2% du coût de travaux. Et on peut changer de diapositive. Le troisième point fort de cette opération, c'était le confort et la santé. Donc le confort et la santé, c'était assez intéressant pour nous. Ça a été vraiment là que, on va dire, la démarche BDM aussi a pris un peu toute son ampleur. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet de valoriser réellement l'ingénierie, l'intelligence collective, la méthodologie de projet, par le biais de la démarche, de son référentiel, de son principe de commission, et aussi du centre de ressources, du support technique, qui favorise la montée en compétence de tous les acteurs. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends l'exemple des simulations thermiques dynamiques, on a des outils qui sont mis à notre disposition. Donc là, c'est l'exemple des simulations thermiques dynamiques, mais lors de la dernière présentation, on a évoqué aussi des outils sur l'analyse en coût global. Un fonds de ressources qui est quand même assez structurant et hyper intéressant, puisque c'est de la mutualisation de réflexion collective. Et ça, aujourd'hui, à l'échelle territoriale, ça n'existe pas. Donc sur la STD, typiquement, ce sont des outils qui nous permettent de faire de ces études un réel plus pour le projet. Donc on ne vient pas donner du papier pour gagner des points, pour qu'un maître d'ouvrage gagne des points et à faire un tampon. On vient réellement qualifier le confort dans les logements, en travaillant sur des données météo type caniculaire, en travaillant sur des hypothèses un petit peu pessimistes sur les apports internes. Ça, c'est intéressant et valorisant pour les gens qui font ce travail-là. On peut passer à la diapo suivante. Bien sûr, il y a la méthodologie, les choix, les prescriptions techniques jouent, les études, le niveau d'études est important aussi pour atteindre des performances correctes, et la méthodologie de projet est également au cœur de la démarche. Donc là, par exemple, ce qu'on a décidé de mettre en œuvre sur cette opération, c'est une charte de chantier vert,
travailler sur la rédaction d'un guide de l'usager, une sensibilisation des futurs compagnons et chefs de travaux sur le chantier, à la démarche BDM, puisque là on est sur le pourtour méditerranéen. Une démarche qualité va être mise en place aussi pour ce qui est des tests en cours de chantier, pour ce qui est de l'infiltrométrie. Et enfin, en conception, on va travailler sur le BIM. On peut changer de diapo. Donc, pour nous, cette démarche, je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de qualité. Tout à l'heure, je disais, il y avait un petit bémol. Le premier bémol, en fait, c'est le premier pas. Ce qui est difficile, c'est de se dire, bon, c'est pas un référentiel de plus, c'est pas une démarche un peu ésotérique, un truc qui va faire plaisir à je sais pas qui, je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai qu'on peut avoir professionnellement ou même dans la vie de tous les jours du mal à s'orienter vers quelque chose d'un peu nouveau qu'on comprend pas, qu'on connaît pas forcément. Et ça, moi, quand j'ai eu à le mettre en place sur ce projet-là, je l'ai ressenti auprès du maître d'ouvrage, auprès de l'architecte, mais pas longtemps. Pas longtemps parce que très vite, ils se sont rendus compte que c'était facile et que c'était efficace. C'est-à-dire qu'on s'est approprié ensemble des questions. C'était de l'ordre d'une montée en compétences collectives, que ce soit sur la méthodologie de projet, mais aussi sur certaines questions assez précises, par exemple sur la solarisation du bâtiment. Le résultat était là dans la mesure où le projet a été requalifié, monté en gamme, c'est-à-dire que de 4 BDM, les promoteurs ont souhaité, alors on verra si les points sont accordés en commission ou pas, mais on souhaitait viser un objectif plus ambitieux, donc le bronze. Et enfin, la conclusion de tout ça, c'est que c'est une véritable opportunité pour nous tous de valoriser nos compétences. Donc, quand c'est nous tous, ça peut être sous forme d'accompagnateur BDM pour un architecte, un thermicien ou d'autres profils qui peuvent correspondre également à celui de l'accompagnateur, mais pas que l'accompagnateur. C'est aussi le bureau d'études qui va faire certaines études assez poussées, qui vont être bien mises en valeur. C'est aussi l'économiste, toute l'équipe de conception, l'architecte, c'est le promoteur, c'est l'intelligence collective qui est valorisée au travers du référentiel. Et ça c'est un gros plus. Et je salue vraiment la démarche pour ça. Alors, bien sûr, tout de suite aussi va venir la question du coût, le coût de la démarche. Nous, sur une opération comme celle-là, on estime de l'ordre de 5% des coûts travaux. 5%, c'est le coût des prescriptions et des études liées au BDNA. Et potentiellement, nous, on est convaincus que ce surcoût, il peut être compensé par le travail d'équipe qui est initié dès la programmation. Donc, c'est qu'un transfert de coût, en fait. Je ne dis pas que ça coûte rien, hein. Je dis que c'est des choix. Ce sont des arbitrages qui permettent de limiter le surcoût. Enfin, et ça, je pense que j'ai vu qu'il y avait des maîtres d'ouvrage là dans l'auditoire. Et je pense que pour nous tous, c'est le véritable enjeu. C'est l'enjeu commercial. L'enjeu commercial de la démarche BDNA, c'est pas de vendre plus cher, c'est de vendre mieux. Aujourd'hui, c'est la difficulté qu'ont un peu beaucoup de promoteurs, en tout cas nous, on l'a. En tout cas, nous c'est sûr, on l'a. On a du mal à culturer les vendeurs aux problématiques environnementales. C'est pas forcément dans notre réseau des problématiques auxquelles ils sont très familières. Et pour ça, il faut qu'on les aide à structurer un argumentaire qui valorise les qualités spécifiques de chaque programme sans desservir les autres. Et le référentiel BDM, il a cette grande qualité-là. C'est qu'il peut aussi bien permettre de qualifier une opération, on va dire, assez standard, comme celle que je viens de vous présenter, qu'une opération beaucoup plus expérimentale, pilote, qui va être aussi très bien valorisée via l'argent ou l'or. Elle a cette dimension expérimentation, massification, qui est super intéressante. Et tout ça toujours dans l'esprit, quand même, du confort des futurs utilisateurs. Donc, on va dans le sens de la congruence, à contresens du greenwashing. Et ça aussi, je pense que commercialement, c'est un but aujourd'hui qu'on se doit tous d'atteindre. C'est certainement un vœu pieux, mais plus que jamais aujourd'hui,
si on veut aller d'une manière générale assez caricaturale, mais vers un futur plus viable, heureux, on a besoin de réagir, de le faire ensemble. Et à l'échelle territoriale, dans notre secteur d'activité, aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment de la chance que la région nous propose ce catalyseur qu'est la démarche BDN. Il faut vraiment qu'on arrive à s'en saisir. Voilà. C'était notre retour d'expérience sur ce qu'on a pu vivre en Méditerranée. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, Ève? Merci beaucoup. Alors, avant d'arriver sur de nouvelles questions, Christine Le Serre, qui est parmi nous, qui nous accompagne dans la démarche BD, est-ce que tu pourrais expliquer, il y a eu des petits échanges sur l'accompagnateur, est-ce que tu pourrais repréciser ce que tu as précisé à l'écrit, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Il y avait des petites questions qui circulaient sur le chat sur qu'est-ce qu'est un accompagnateur. Donc, un accompagnateur, c'est soit un assistant à maîtrise d'ouvrage, soit quelqu'un qui fait partie de la maîtrise d'œuvre, donc qui peut être l'architecte du projet ou qui peut être un bureau d'études de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Comme le disait Bertrand tout à l'heure, la seule condition, enfin, il y a plusieurs conditions, entre autres que ça soit quelqu'un d'expérimenté. Mais c'est une des grandes spécificités de cette démarche BD que l'accompagnateur puisse être, par exemple, l'architecte de l'opération. Et alors, il y avait une question. Alors, Clément, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais on va essayer d'être rapide. Clément Dupé, de Gaz Réseau Distribution France, de GRDF, qui posait la question, à qui incombe la charge financière de l'accompagnateur? Bertrand, comme Christine s'est déconnectée, si tu peux répondre. Enfin, c'est déconnecté. Alors, sur le modèle économique, je propose plutôt que ce soit un référent ODIS qui réponde, hein, mais alors normalement, de toute façon, dans le prix, dans le coût de la démarche, effectivement, il y a le coût de gestion par ODIS et il y a le coût de l'accompagnateur. Alors, il y a différents modèles qui se sont développés où effectivement, si l'accompagnateur, c'est l'architecte, il va se rajouter une mission d'accompagnement et il y aura une contractualisation particulière qui va se faire à ça. En fait, autant le coût de mise en démarche et de l'accompagnateur sont à charge du porteur de projet. On va continuer tout de suite sur la grille. Donc, avec Florian Battezzati qui va nous présenter un petit peu ce travail qui a été fait. Déjà, oui, recontextualiser tout ça et puis nous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans cette grille. Florian. Bonjour tout le monde. Donc, effectivement, on a travaillé sur la grille d'évaluation bâtiment durable Nouvelle-Aquitaine pour le compte d'ODIS, donc avec Christine, Bertrand et l'équipe de Novatec et l'équipe de Tipeee, pour pouvoir proposer aux acteurs territoriaux une base de travail qu'on a appelée une grille martyr, en fait, une base de travail pour pouvoir préparer ce référentiel d'évaluation. Mais on est bien dans une démarche de co-construction, c'est-à-dire que nous, on a préparé les choses en allant puiser dans les référentiels existants qui sont les démarches bâtiments durables Méditerranée, Occitanie et Île-de-France. On a essayé de rationaliser un peu tout ça pour pouvoir présenter quelque chose de préconstruit qui ensuite va être soumis à des ateliers territoriaux thème par thème et permettre aux acteurs régionaux donc de continuer avec nous ce travail de constitution des critères d'évaluation de la grille BDN. Donc j'insiste vraiment là-dessus, c'est un travail préparatoire qu'on a souhaité mettre en œuvre qui ensuite va vous être soumis. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est la grille telle qu'on l'a préparée aujourd'hui et qui n'est pas du tout un document définitif. On essaye de faire évidemment quelque chose qui soit simple d'utilisation, c'est-à-dire que la méthode d'évaluation BDNA, elle se base pas sur des calculs qui sont réalisés dans l'outil d'évaluation. C'est plutôt des questions. Avez-vous mis en place telle ou telle méthode de conception? Avez-vous réalisé telle chose? Et on y répond tout simplement par oui et par non. Et avec un système de pondération, on arrive à une note finale. Donc c'est une méthode qui est assez simple en termes de compréhension, ce qui est à mon avis déjà
gros avantage par rapport à d'autres référentiels qui peuvent exister. Donc vous allez le voir, c'est basé sur 7 thèmes. C'est quelque chose d'évolutif, comme je viens de le dire. Déjà, ça va être évolutif dès le début, étant donné que ça va être une co-construction avec les acteurs du territoire. Et cette grille, on a également travaillé à la mettre en cohérence avec certains documents de planification régionaux, notamment le schéma régional d'aménagement, le SRADET, ou également la grille régionale, le référentiel régional des lycées, pour faire en sorte que ce qui existe déjà en termes de préconisation régionale soit intégré dès le début dans cette grille Marty. Je pense que tu peux passer maintenant, s'il te plaît. On en a aussi pas mal parlé. Cette grille, cette méthode d'évaluation, donc elle est régionalisée, elle est contextualisée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire contextualiser? Ça veut dire qu'en fonction des typologies de projets, on n'a pas les mêmes critères d'évaluation, donc c'est-à-dire maison individuelle, collectif, tertiaire, enseignement, etc. En fonction de la typologie de travaux, est-ce qu'on est sur du neuf, de la réhabilitation, ou en fonction de la situation géographique, donc, par exemple haute montagne, littoral, dans les terres, ou la densité urbaine. Donc on a regardé en fonction de ces différentes contextualisations d'avoir une approche qui n'est pas forcément la même. Si on prend par exemple en termes de typologie de projet, à titre d'exemple, dans un bâtiment tertiaire, on va demander si un dossier d'exploitation maintenance a été produit à destination du futur exploitant. Ça, on ne va pas le demander en maison individuelle. Ou par exemple, sur la contextualisation géographique, il y a des critères spécifiques qui sont regardés en haute montagne, par exemple sur la chute de neige dans les toitures, en pied de toiture, aussi le bas des parois est conçu pour prendre en compte la stagnation d'eau. Ça, ce sont des critères spécifiques qu'on regarde dans le cas de situation géographique de haute montagne. Ou d'autres exemples sur la typologie de bâtiment, il y a des critères qui sont vraiment spécifiques aux bâtiments d'enseignement. Le fait d'avoir des locaux sportifs qui soient mutualisables avec d'autres utilisateurs, c'est quelque chose qu'on demande dans la grille sur des bâtiments d'enseignement. Par contre, sur du tertiaire, on va par exemple demander si le projet permet de créer de l'activité dans une zone dense en logement, ou inversement, enfin, je veux dire, on ne va pas le regarder ça sur un bâtiment d'enseignement, évidemment. Ou dans le tertiaire, on va regarder si une crèche interentreprise est programmée dans le projet. Donc, si vous voulez, on a regardé ces différents contextes qui existent déjà dans les autres référentiels BDM ou BD Île-de-France ou Occitanie. Et on a essayé de l'adapter au mieux au référentiel régional. En termes de neuf et réhabilitation, par exemple, c'est la même chose. Quand on est dans en réhabilitation, on va regarder si un diagnostic déchets ou un diagnostic ressources a été réalisé. Par contre, dans le neuf, on va regarder, par exemple, si le bâtiment, par exemple sur l'énergie, sur le thème de l'énergie, est-ce que le bâtiment a un BBU inférieur à X% par rapport à la RT 2012 Florent en parlait tout à l'heure sur le projet à Cannes-sur-Mer. Quand on est en réhabilitation, on va par exemple regarder un autre critère, est-ce que le projet atteint un niveau BBC rénovation? Donc on a imaginé différentes contextualisations dans la grille Martyr qu'on a étudiée. Donc cette grille, comme je disais, elle est composée de 7 thèmes que vous voyez à l'écran. Donc gestion de projet, territoire et site, solidaire, social, économique, énergie, eau, matériaux et confort et santé. Donc évidemment, on ne va pas détailler tous les critères et sous-critères de la grille, mais je vous propose de vous donner quelques exemples. Donc voilà, par exemple sur la gestion de projet. Donc la gestion de projet, ça englobe plusieurs objectifs en termes de programmation, de conception, de chantier et de préparation à l'exploitation. Donc par exemple sur la programmation, on va demander dès le début si le maître d'ouvrage s'est engagé dans la démarche bâtiment durable et qu'il a intégré cet engagement dans le programme. Ça paraît évident, mais c'est un des prérequis à regarder dès le début. Voilà, en termes de conception, on va regarder si dans les documents, dans les DCE, on va tenir compte des engagements et des moyens retenus dans le cadre de la démarche bâtiment durable. En phase conception, on va aussi regarder, par exemple, si on a réalisé une STD dès la phase APD. Voilà, c'est le genre de critères qu'on peut regarder en fonction de la typologie de projet. Sur le chantier, sur le chantier, par exemple, on peut demander si une communication a été faite auprès des riverains par rapport à la nuisance. On peut demander si une sensibilisation à l'acoustique
a été faite pour la phase chantier avec les entreprises. Sur l'exploitation, on peut regarder le suivi du commissioning. Est-ce qu'une phase de commissionnement est réalisée à la livraison du bâtiment? Et si oui, selon quelle méthode? Il y a aussi des objectifs en termes de formation des professionnels ou de qualification des professionnels, ou des objectifs sur l'équilibre homme-femme dans les équipes. C'est un critère qui est regardé dans la grille, en fonction de la typologie du projet, évidemment. Donc ça, voilà, c'est la partie gestion de projet. Sur le thème territoire et site, là, on va regarder plutôt tout ce qui est lié à l'aménagement du territoire, tout ce qui est lié au transport. Alors, par exemple, sur l'aménagement du territoire, on s'est pas mal inspiré du schéma régional d'aménagement des territoires, le SRADET. On regarde par exemple si le projet prévoit le développement de surfaces commerciales dans les centralités, ce qui est une demande dans le SRADET de la région. On regarde si les administrations, les équipements ou les services publics sont préférentiellement implantés dans les centres-villes. Voilà. Ça, par exemple, c'est regardé dans le contexte urbain. Dans le contexte rural, ce critère n'apparaîtra pas dans la grille d'évaluation. Par exemple, sur l'adaptation du bâtiment au site et au climat, on va regarder notamment le B-bio, avec est-ce que le bâtiment présente un B-bio inférieur à 30% par rapport à l'RT. On va regarder aussi plutôt dans les zones urbaines denses, on va regarder tout ce qui a trait aux îlots de chaleur. Est-ce que le projet contribue au phénomène d'îlots de chaleur, ou est-ce qu'il contribue plutôt à créer des îlots de fraîcheur dans la zone? Donc voilà, territoire et site, c'est plutôt ce genre d'objectifs qui sont regardés. Aussi, également, on a intégré dans ce thème les impacts environnementaux, en neuf ou en réhabilitation. Donc sur le référentiel le plus et moins également, mais également sur l'utilisation de fluides frigorigènes. Par exemple, dans le référentiel des glissés de la région, il y a une clause sur l'utilisation de fluides frigorigènes type HFC, qui ont un pouvoir de réchauffement climatique beaucoup plus faible. Donc, par exemple, sur le thème solidaire, social et économie, là, on va regarder les aspects coûts, les aspects gouvernance, les aspects plutôt du bien vivre ensemble et la prévention des risques. Donc, sur les coûts, en Méditerranée, par exemple, il y a un outil de calcul de coût global qui est mis à disposition pour l'analyse du projet. Donc, on verra sur BDNA ce qu'on propose. Il y a un critère, par exemple, qui est est-ce que le critère du prix n'a pas un poids supérieur à 50% dans les différents critères de sélection des entreprises. C'est un exemple de critère qu'on peut mettre dans l'objectif, faire une analyse de coût-bénéfice durable. Sur la gouvernance, quand on regarde dans le SRADET, il y a par exemple les dispositions favorables à l'autonomie alimentaire. Est-ce que le projet va répondre à cette question d'autonomie alimentaire des territoires de demain, notamment des villes? Ça, on va le regarder pour certaines typologies de bâtiments. Ou alors, est-ce que, sur tout à fait un autre sujet, mais est-ce que le projet prévoit un équipement de compostage collectif? Ça peut être vrai, par exemple, dans les bâtiments d'enseignement. Il y a tout un paragraphe aussi sur la prévention des risques et la compensation des préjudices, et notamment sur les risques climat, où on va par exemple demander si le projet intègre les scénarios du GIEC pour anticiper l'évaluation du niveau de la mer. Ça aussi, c'est un critère qui est demandé dans le SRADET. Sur le thème énergie, donc énergie, sobriété, efficacité, ENR, vous connaîtrez sûrement. Sur l'énergie, on va regarder pour le bâtiment neuf, évidemment, le référentiel le plus et moins. On va regarder si le maître d'ouvrage prévoit une stratégie dans le domaine de la sobriété, notamment en période de canicule, par exemple. Sur l'efficacité, on va regarder les différents systèmes de chauffage, tout ce qui est trait aux énergies renouvelables. On va regarder s'il y a des dispositions particulières qui sont prises dans le cadre de locaux à occupation intermittente, par exemple sur la modulation des débits de ventilation. Sur les ENR, on peut regarder aussi, par exemple, si le fournisseur d'électricité propose des énergies 100% renouvelables. Sur l'eau,
Donc l'eau, c'est la réduction des consommations d'eau, la valorisation des eaux de récupération, la gestion des eaux pluviales et la prévention des pathologies liées à l'eau liquide ou l'eau sous forme de vapeur d'ailleurs. Par exemple, prévention des pathologies des bâtiments liés à l'eau. Il y a, on en parlait tout à l'heure, dans les zones de haute montagne, tout ce qui est prévention des chutes de neige depuis les toitures, ou précautions, ou pour d'autres climats, les précautions pour éviter les points de rosée à l'intérieur des parois. Donc on peut demander qu'est-ce qui est mis en place par rapport à ça. Est-ce qu'un calcul Gouffi, par exemple, a été produit? Sur la valorisation des eaux de récupération, par exemple dans le référentiel des lycées, on demande si le projet utilise de l'eau potable, de l'eau non potable dans le respect de la réglementation pour alimenter d'autres usages, par exemple des chasses d'eau, ce genre de choses. Tu peux passer, voilà. Sur la partie matériaux, évidemment, les critères ne sont pas les mêmes en fonction du contexte, notamment si on est en neuf ou en réhabilitation. Dans la grille, on propose d'encourager le développement de filières locales de matériaux. Par exemple, le SRADET demande si on privilégie les circuits courts, c'est quelque chose qu'on va probablement proposer aussi. Est-ce que l'opération participe à la structuration d'une nouvelle filière locale ou régionale d'écomatériaux? Ça peut être un critère qui fait gagner des points dans l'évaluation du projet. Si le projet permet le développement d'une filière biosourcée locale, c'est clairement des choses qui vont être très bien valorisées sur le projet global. Il y a aussi dans les matériaux, on regarde aussi les déchets d'activité. La valorisation de certains déchets sur site. Par exemple, on parlait tout à l'heure du compost. Voilà quelques exemples sur le matériau. Et pour finir, confort et santé, donc un confort thermique adapté au climat évidemment, mais aussi une bonne qualité d'air intérieur, tout ce qui est lié au bruit, l'acoustique et la limitation des expositions liées aux risques sanitaires. Donc sur la thermique, il y a plusieurs façons d'appréhender le confort. Hein. Sur les aspects un peu plus techniques, on se base sur le diagramme de Giloni, pour ceux qui connaissent, avec les zones d'inconfort limitées à 50 heures par an, justifiées par une STD. Globalement, la STD est quand même fortement demandée dans la grille BD qu'on va proposer, mais pas uniquement sur les consommations, mais aussi sur le confort. Est-ce que le dispositif doit permettre de restreindre la ventilation mécanique à la seule saison de chauffe et comprendre des dispositions facilitant l'entretien et la maintenance? C'est des choses qui peuvent être regardées. Sur la STD, on va aussi regarder si les fichiers météo prennent en compte les évolutions du GIEC dans le cas des simulations en période estivale. Sur la qualité d'air, on va regarder les débits de ventilation, si ce sont des débits réglementaires ou parfois des débits qui peuvent être demandés supérieurs à la réglementation. Est-ce que des mesures de débit de ventilation sont réalisées? Est-ce que des prélèvements d'air sont réalisés après livraison? Ce genre de choses. Et sur la limitation de l'exposition au risque sanitaire, il y a également des critères qui sont regardés, notamment sur les nuisances électromagnétiques. Voilà, donc là, j'ai regardé, je vous ai présenté quelques exemples en termes d'objectifs dans les différents thèmes qui se traduisent par des choses qui sont vraiment très concrètes et auxquelles on peut répondre facilement par oui ou par non en fonction du contexte du projet. Et on verra quand l'outil sera mis en place, on voit la notation qui s'agrémente au fur et à mesure. Donc c'est une méthode d'évaluation qui, moi, me semble assez pertinente et assez simple. Et si vous voulez aller plus loin dès maintenant, vous pouvez d'ores et déjà aller sur le site de Bâtiments Durables Méditerranée, en créant votre compte, vous pouvez voir ce qui s'appelle le Beluga, c'est-à-dire la plateforme web qui a été créée, qui permet de créer un projet test et de tester ces critères d'évaluation. Et on voit effectivement l'incrémentation des points. Et en fonction du nombre de points, on arrive à une reconnaissance qui peut être, par exemple, 4 pour le premier niveau, bronze, argent ou or. Voilà. C'est ce qui est noté. Par exemple, alors j'en ai pas parlé, pardon, très rapidement. Il y a des prérequis, effectivement, il y a des choses qui sont indispensables pour pouvoir entrer dans la démarche BDNA, pardon. Et il y a des prérequis qui sont classés par rapport au niveau visé.
Par exemple, je parlais du diagramme de Givoni, ça c'est le prérequis OR. Voilà. Enfin, diagramme de Givoni sur une zone d'inconfort limitée à 30 heures par an, ça c'est pour atteindre le niveau OR. Si on veut atteindre le niveau argent, je ne l'ai pas en tête, mais c'est probablement un nombre d'heures plus important. Donc voilà, tu peux passer à la slide suivante si tu veux. Et sur le système de notation, bon, globalement, chaque thème a à peu près le même poids dans l'évaluation du projet. Donc il y a les points qui sont attribués à l'évaluation thème par thème, et ensuite il y a d'autres points qui sont attribués pendant les commissions d'évaluation. Des thèmes liés à la cohérence durable et des thèmes liés à l'innovation. Alors la cohérence durable, c'est tout ce qu'on ne peut pas évaluer directement dans une grille, c'est-à-dire tout ce qui est lié vraiment à la particularité du projet. Par exemple, un projet qui est situé dans une zone très contrainte, je ne sais pas, mais en termes de pollution du sol, par exemple, ou proximité d'une rocade, ou je sais pas, ou alors parce que c'est le premier projet évalué par le maître d'ouvrage, ça crée un contexte vraiment spécifique qui n'est pas forcément visible au travers de points qu'on attribuerait selon des critères. Et donc ça, c'est plutôt discuté dans le cadre d'une commission. Et c'est le même sujet sur l'aspect innovation. Si le projet apporte des innovations qui sont pas d'ailleurs uniquement technologiques, hein, mais qui peuvent être de l'ordre de l'organisation, du chantier, etc., ça peut apporter des points complémentaires. Et donc, en fonction de ce nombre de points, on arrive à un niveau or, argent, etc. Modalité d'élaboration de la grille BDNA. Peut-être que je vais te laisser la parole, Bertrand, là-dessus, parce que tu as peut-être plus l'habitude que moi par rapport à ton expérience BDM. Alors, Bertrand ne veut plus rien dire. Bertrand ou Christine, enfin, en gros, pour moi, cette slide, ce qu'il faut dire, c'est que quand le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre s'engagent dans le projet, déjà dès le début, ils vont avoir en tête, enfin généralement c'est le cas, ils vont avoir en tête les thèmes sur lesquels ils vont souhaiter mettre l'accent. Un thème par exemple, sur ce projet, on veut vraiment faire quelque chose de très performant en termes de confort, en termes de santé. On va regarder ces critères en priorité. Mais par contre, le projet va être évalué dans sa globalité. Ce qui veut dire qu'on peut miser sur gagner le maximum de points sur nos thèmes de prédilection, mais on va quand même regarder le thème de l'eau, le thème territoire et site, etc. Ouais, il y a la notion de cohérence en fait qui est importante, c'est-à-dire que c'est très bien d'être très bon dans quelque chose, pour autant il faut que le bâtiment soit durable dans l'absolu. Le but c'est de faire évoluer le secteur de la construction. Alors il y a différentes reconnaissances, effectivement on peut juste être s'engager dans la démarche, commencer à réfléchir sur des thèmes sur lesquels on n'est pas encore très bon, pour autant mettre en valeur des thèmes sur lesquels on est réellement innovant. Mais on sait aussi que si un bâtiment veut être sobre au moment de son élaboration, au moment de sa construction, pendant son usage et en fin de vie, on sait qu'on doit être globalement cohérent sur tous les critères. Donc, si sur les 7 thèmes, effectivement, on est très mauvais sur quelque chose, ou si on a rendu le chantier extrêmement pénible, extrêmement polluant, ou si le fait de devoir déconstruire après le bâtiment demande énormément d'énergie, soit compliqué à mettre en place. Si on sait que le bâtiment, même s'il est très vertueux sur beaucoup de points, va être très fortement consommateur, ou au contraire, il sera très sobre, mais il sera terriblement inconfortable, ben on sait que ça ne va pas marcher non plus. Donc, on sait que cette cohérence, elle est vraiment importante. Ouais, je suis d'accord. Et je pense que vraiment l'originalité des démarches BD, parmi les originalités, il y a déjà ces commissions qui sont publiques et qui sont ouvertes à des professionnels et voire même à des étudiants et qui peuvent avoir la liberté de poser des questions. Et ça, plus l'approche vraiment cohérence globale qui permet d'avoir une vision qui n'est pas trop stricte, strictement limitée à un référentiel d'évaluation, d'une part, et de le soumettre à des regards extérieurs qui permettent aussi d'identifier des sujets qui ne sont pas forcément vus quand l'équipe de maîtrise d'œuvre et le maître d'ouvrage on est dans le projet au quotidien. Ouais, on peut penser aussi, enfin, pour te compléter, hein, Florian, par exemple, un porteur de projet d'un petit projet qui n'aura peut-être pas nécessairement la capacité de se lancer dans une démarche, hein. Ça peut être le cas, une rénovation d'appartement,
une petite maison ou voilà, ou un petit cabinet médical avec une salle d'attente et deux salles de consultation. Peut-être que la démarche, ça va être quelque chose de trop important, mais le fait d'utiliser déjà la grille comme une checklist pour essayer de rentrer un maximum de critères pour rendre le bâtiment vertueux, la démarche, elle sert aussi à ça, hein, à la base. Ok, merci. Oui, question. Nathalie Coulon, qui a été bien patiente puisque c'était une des premières questions posées. Si vous êtes encore là, Nathalie, si vous pouvez connecter votre micro et puis poser votre question. Je suis toujours là. Non? Ah, c'est parfait. Si, je suis là. Bonjour à tous. Oui, j'avais une question. Alors moi, je connais un petit peu la démarche BDO, puisque j'ai été en Occitanie pendant quelques temps. Je l'ai eu d'un regard. Alors, je suis ergonome aujourd'hui et j'étais ingénieur CVC, donc thermique, initialement. Donc, j'ai eu le regard des deux côtés un petit peu. Et aujourd'hui, moi, j'ai vu un volet qui m'intéresse du point de vue ergonomie, c'est les usages. Intégrer les usagers dans le bâtiment et dans la conception. Je suis encore très questionnée par comment la démarche prévoit d'intégrer les usagers dans la conception. Donc, c'est là où je voudrais aborder et je souhaitais vraiment participer à la mise en place un petit peu de cette grille, puisque j'ai participé à diverses conférences, diverses démarches. Et voilà, ça m'intéresse d'essayer de voir comment on peut intégrer les usagers dans la conception de bâtiments. Le but, c'est que le développement durable, c'est une chose d'un point de vue technique, mais la technique, pour moi, elle suffit pas. Je l'ai bien connue, elle suffit pas. C'est aussi mettre l'usager là-dedans, comprendre comment il fonctionne, ce dont il a besoin, les exigences et les contraintes qu'il a. Parce que si on utilise mieux, forcément, on consomme moins. Et voilà, c'est un peu la base de ma réflexion. Donc, j'aimerais savoir voilà, un petit peu plus comment on peut intégrer tout ça. Qu'est-ce que vous avez pensé aujourd'hui? Et par rapport à la BDO que j'ai un petit peu vue, voilà, où je suis un peu sceptique encore sur cette intégration-là de l'usager. Voilà, je voulais avoir un petit peu votre retour aujourd'hui. Oui, je vais répondre. Bertrand? Oui. Alors, bah, c'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale parce que, bah, effectivement, on est quand même sur un système participatif de garantie. Donc, le fait d'intégrer l'usager dès le départ, c'est plutôt important. Alors, on ne peut pas le faire dans tous les projets. Alors, ça marche très bien dans les projets d'enseignement, par exemple, où on a déjà du personnel qui est mandaté dès le départ de l'opération, et souvent, ce sont des directeurs d'établissement qui sont expérimentés. Donc, ça se passe assez bien. Il y a des projets d'habitat participatif qui sont développés, donc de facto, effectivement, qui passent en démarche. Il y a même eu un projet en Occitanie qui a été reconnu or. Alors, il y a des critères dans la grille qui, effectivement, incitent à intégrer les usagers dès le départ. BDNA ne va pas donner de méthode pour ça. Il y a pour autant des fiches d'aide qui sont à disposition, que les différents centres de ressources ont mis à disposition là-dessus. Il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans et qui le font. Comme BDNA ne va pas faire les études thermiques ou va pas être force de proposition. Alors, souvent, en fait, ce qui est bien, c'est qu'au moment quand la démarche est bien installée, quand les membres du jury ont côtoyé plusieurs projets participatifs, les conseils, les aides vont commencer à arriver. C'est plus dans ce sens-là que ça va être fait. C'est-à-dire que c'est pas une méthodologie à proprement parler. On ne va pas faire une liste de courses pour dire voilà, ben, il faut faire ça pour faire de la participation. Alors déjà, je pense que chaque démarche participative est différente, hein, y compris dans les habitats collectifs. Enfin, moi, j'emmène pour le moment. Je travaille pour le moment avec un groupe au Pays Basque, voilà, qui eux ont développé leur méthode en interne, leur schéma de réunion. Donc Christine peut en parler aussi puisqu'elle a pris part au projet de programmation. C'est inciter à ça. Inciter à ça, et pour ça, il y a des spécialistes qui sont là pour ça. Et effectivement, il y aura des aides, il y aura de la documentation qui permettra d'aller jusque-là, mais c'est pas le but de la démarche d'accompagner la participation à proprement parler. C'est un thème parmi d'autres, mais un thème très important.
Mais par contre, quand on va organiser les ateliers de co-construction du référentiel, je pense que c'est très intéressant d'avoir autour de la table des ergonomes qui puissent agrémenter la grille martyre qu'on va proposer et éventuellement ajouter des critères. Hein. Voilà, justement, qui sont les spécialistes en question J'ai pas entendu. J'ai pas entendu la question. Excusez-moi, vous m'entendez là du coup? Oui. Ah oui, ça marche, oui, voilà. Oui. Les spécialistes en question dont vous parlez, c'était qui? Les spécialistes qui vont prendre en compte justement cette partie-là? Alors, alors en France, il y a plusieurs groupes. Enfin, il y a des associations qui sont assez reconnues. Hein, je pense pour le moment là, comme ça directement, je pense à APFAB, à Regain, il y en a un bon paquet hein, qui se mettent en place. Il y a des accompagnateurs qui sont vraiment spécialisés là-dedans, dans la participation pour pouvoir amener les futurs occupants, les futurs utilisateurs, les futurs habitants à prendre, voilà, à rentrer dans le projet dès le départ. Il y a aussi alors il y a la participation, c'est l'étape ultime. On peut aussi travailler sur la consultation, c'est-à-dire que quand on sait qu'on va avoir de futurs usagers, par exemple une entreprise qui va créer ses nouveaux bureaux, elle a tout intérêt à consulter ou à faire participer ses occupants, parce que ce sont eux les experts de l'usage. Si à partir du moment où effectivement les critères dans la démarche qui se rapportent à la participation des futurs usagers sont cochés, le référent auprès d'ODIS va vérifier qu'on est bien dans cette démarche-là, et comme c'est quelque chose qui reste encore un peu innovant, en commission, un des acteurs du projet va devoir expliquer ça, ou éventuellement, ce qui serait même bien, c'est dès la phase conception, d'inviter un futur usager pour venir témoigner de la façon dont il a pu participer au projet. Et selon le type d'usage, selon le type de bâtiment, je pense qu'il y a des méthodes différentes à appliquer. Disons que je concevrais pas une voilà, moi j'ai fait de la concertation pour une collectivité territoriale hein, et c'est pas du tout la même chose que pour un groupe d'habitants qui va notamment qui va auto-finir son logement où ils sont 12 familles les uns à côté des autres. L'approche elle va être résolument différente. Alors juste pour une précision, l'approche d'ergonomie et d'intégration de l'usager, c'est pas de la concertation vraiment en fait. C'est là où je pense qu'il faudra qu'on en parle à côté, puisque sinon on va polluer tout le moment d'échange pour tout le monde. Mais ouais, c'est une autre approche en fait d'intégrer effectivement l'usager ou le futur usager dans la conception. Donc ouais, bon, Nathalie, on en parle à côté. Ouais. Je vais juste compléter pour dire que c'est Christine Neusserve qui parle là. Pour dire que l'autre façon, en dehors des critères, l'autre façon dont la démarche intègre les usagers, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir la commission exploitation. C'est-à-dire que c'est la seule démarche qui dans son ensemble, va jusqu'à l'exploitation. Donc, ça incite, on va dire, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre à prendre ça en considération dès le départ et dès la programmation. Et petit rappel, comme le disait Florian Battesetti tout à l'heure, la grille, vous l'avez compris, comme il y a eu des questions concernant cette grille, ce référentiel, la grille, là, il y a une version qui est escalée et qui va être retravaillée avec les acteurs du territoire dont vous faites partie. Ça va être présenté dans les quelques minutes qui viennent, il est déjà 17h. Il va y avoir un appel à manifestation d'intérêt pour que vous nous disiez si vous êtes intéressé pour travailler avec nous sur des thématiques, sur les thématiques que Florian a citées tout à l'heure. Donc là, j'entends qu'il y a un intérêt pour l'usage. N'hésitez pas à nous faire votre retour là pour nous dire oui, voilà, je suis intéressée et on vous intégrera dans le groupe de travail. Donc voilà. Donc vous l'avez compris, effectivement, j'ai eu des questions. Alors je vais vite parce qu'il est déjà 17h. Il y a eu des questions sur oui, il y a un référentiel en Ile-de-France, un référentiel
PACA, oui, ça peut être accessible, mais en fait, le référentiel est tellement complexe qu'il est difficile d'y avoir accès et je crois qu'il ne vaut mieux peut-être pas dans l'état des choses. Il va y avoir un référentiel Nouvelle-Aquitaine, on va vous en parler, c'est Elsa qui va vous faire la présentation et vous y aurez accès dans pas très longtemps. Donc voilà ma réponse pour ça. Si les collègues et les intervenants ont d'autres choses à dire, n'hésitez pas. Sur la partie soumettre des projets, on va vous en parler, il n'y a pas de difficulté. Et je crois qu'il y avait quand même une question, c'était sur la formation. Qui c'est qui m'avait posé cette question? Adrien. Si tu es encore là, Adrien, si ça concernait la grille d'évaluation, eh ben vas-y, je te laisse poser la question. Oui, très rapidement, bonjour à tous. On voit de plus en plus dans des opérations régionalisées ou géolocalisées des dispositifs de formation. Alors, je passerai le nom, c'est un petit peu barbare, mais de formation en situation de travail. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont plus ou moins imposées par la maîtrise d'ouvrage. Ça peut se retrouver dans des clauses de marché, ce genre de choses, si ça passe par marché, où on impose une formation directement sur chantier, avec pour but d'obtenir le plus d'efficacité possible sur les performances du bâti. Donc ça peut prendre la forme d'une évaluation de comment travaillent effectivement les entreprises de manière initiale. Et puis, si on reprend le terme de bienveillance, c'est mettre un formateur médiateur, entre guillemets, qui, suite à ce qu'il a pu observer, va proposer tout un programme de formation aux équipes qui sont amenées à exécuter le chantier. Voilà, donc c'est un dispositif qui s'appelle l'AFEST, l'action de formation en situation de travail. Ça commence à se développer pas mal. Je sais que la région pose un appel à projet là, actuellement sur le sujet, Constructis aussi. Donc, comme on vise la performance, je me suis dit peut-être que ce sujet-là pourrait faire partie de la grille, mais c'est à discuter dans les ateliers, j'imagine. Florian, tu as une réponse peut-être? Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Il y a déjà un critère qui demande si des séances de formation sont prévues sur le chantier. Et ça vient des grilles BDM et BDO. Mais effectivement, je pense que maintenant, avec ce qui se passe sur la FEST, ça pourrait être intéressant de préciser un peu ce critère, sachant qu'effectivement, dans le cadre de certains projets régionaux, c'est demandé explicitement. Donc, c'est peut-être quelque chose à détailler un peu plus. Non, mais il y a déjà quelque chose sur la formation sur le chantier, en tout cas. D'accord. Ok, donc Adrien, tu pourras faire partie des ateliers. Hein. Voilà. Avec toi. Avec moi. Prochaines étapes, je vais passer la parole tout de suite à Elsa pour conclure un petit peu sur ce qui va se passer là maintenant, qu'elle nous explique tout ça. Comme Eve vous en a un peu parlé, il y a un appel à manifestation d'intérêt qui va être lancé. Elle va vous donner le lien dans le chat. Vous pourrez également y accéder dans la présentation qu'on va vous transmettre. Donc, l'objectif de cet appel à manifestation, c'est d'identifier les projets pilotes pour tester la grille BDNA, d'identifier les personnes intéressées pour faire partie des groupes thématiques pour travailler sur l'élaboration de la grille et aussi de répertorier les projets intéressés pour passer en démarche BDNA dans le futur. Donc pour le planning, entre mai et septembre 2020, on va faire les ateliers thématiques pour construire la grille d'évaluation V1. En septembre 2020, on aura une première version de la grille finalisée BDNA, grille qui va être testée par les projets pilotes qu'on va accompagner entre octobre 2020 et février 2021. Entre décembre 2020 et janvier 2021, on en a parlé un peu tout à l'heure, on va effectuer les formations pour les futurs accompagnateurs BDNA. Et enfin, en février 2021, on passera les premières commissions tests sur les projets pilotes. Ok, merci Elsa. Donc, Eve, tu peux nous mettre le lien éventuellement vers l'AMI, qui concerne aussi les projets pilotes.
Une petite dernière série de questions juste avant de conclure, si vous le souhaitez. Oui, Benjamin Battistini avait une place concernant les financements. Et puis après, j'aimerais qu'Elsa revienne sur le coût de la démarche, si c'est possible. Et j'ai un problème technique, mais là, il y arrive. Oui, donc merci de donner la parole. Donc Benjamin Battistini. Donc je voulais simplement poser une question effectivement sur la place du financement dans la démarche, parce que sauf si je n'ai pas bien écouté, je n'ai pas vu où si on avait une démarche effectivement d'études de financement possible, puisque ce sont des démarches régionales, ou en tout cas c'est une grille de lecture qui est spécifique. En tout cas, se veut le plus général possible, mais en tout cas, il y a des financements qui sont possibles dans le cadre de la réhabilitation. En tout cas, moi, je parle par rapport au certificat d'économie d'énergie. Est-ce que c'est quelque chose qui est regardé ou est-ce que c'est quelque chose qui intervient à un deuxième niveau? Voilà. Et si d'autres financements sont prévus dans ce cadre au-delà et comment c'est fait et c'est financé? Elsa, si tu veux répondre. Oui, alors on est encore en cours de construction de la démarche et de la méthode, mais on réfléchit à des financements, par exemple par l'appel à projet bâtiment du futur via la région. Donc c'est quelque chose qui est en cours de réflexion aujourd'hui, mais pas arrêté. Merci Elsa. Et peut-être Oui. Oui, j'allais proposer à Elsa qu'elle évoque le coût de la démarche. Donc le coût pour la démarche, donc oui, de l'accompagnement. Donc il y a deux choses à prendre en compte. Du coup, il y a le travail de l'accompagnateur plus le coût pour ODIS, centre de ressources. Donc aujourd'hui, comme on vous l'a précisé, la grille tarifaire n'est pas encore arrêtée pour ODIS. Après, ce qu'on observe dans les autres régions, c'est que le coût estimé varie entre 0,5 et 0,7% du coût des travaux. Donc pendant toute la durée de vie du projet, donc de la conception jusqu'à 2 ans d'exploitation, avec un prix plancher constaté qui est d'environ 20 000 €. Ok, donc de toute façon, vous faites... Oui, pardon. Pour répondre à Flora tout à l'heure, les petits projets peuvent intégrer la démarche également. Il n'y a pas de taille de projet. En tout cas, je ne crois pas. Bertrand, si tu... Corrige-moi si je me trompe. Oui, non, il n'y a pas de taille de projet. Après, bon, il faut que ça se justifie. C'est-à-dire que la démarche, elle a quand même un certain coût. Vous imaginez bien le travail de l'accompagnateur et le travail de DEIS. C'est un investissement. Alors, dans certains cas, selon effectivement, on vient d'en parler juste avant, les dispositifs incitatifs, ça peut être intéressant. C'est-à-dire qu'une collectivité pourrait tout à fait prendre le référentiel ou une partie du référentiel comme élément régulateur d'une incitation financière ou d'un crédit d'impôt. Et dans ce cas-là, dans ce cas-là, ce sera encore plus important. Mais après, on a très peu de volontaires qui disent voilà, je me fais un immeuble de 200 mètres carrés et dedans, je rentre en démarche. La démarche va représenter plusieurs pourcents du coût de la construction. Merci. Dernière question de Julien. Merci pour la réponse. Pardon? Merci pour la réponse, très bien. Une question de Julien, je vais la poser, Julien Gardevet, qui posait la question de l'état d'avancement des projets pilotes. Elsa, si tu peux nous donner quelques indications. Oui, alors idéalement, ce serait que les projets soient en début de phase de conception, parce qu'en fait, la grille va être mise à disposition en septembre 2020, si tout va bien, après que les groupes de travail aient eu lieu. Donc du coup, le temps de laisser à l'équipe projet l'élaboration de la grille, voir les critères, les exigences qu'ils souhaitent prendre en compte ou non. Et pour arriver en commission test janvier-février 2021 en cours de conception. Merci. Ok, Eve, tu n'as plus de questions? Je crois qu'on a à peu près répondu. S'il y a des frustrations, n'hésitez pas, revenez vers nous par mail. On est désolé s'il y a des frustrations. Ok, alors juste un petit clin d'œil avant de se quitter, c'était de vous présenter le tout nouveau logo BDNA en lien avec évidemment ODIS.
Voilà, donc BDNA qui pourra aussi se décliner en QNA, quartier durable Nouvelle-Aquitaine. Et puis, un remerciement à tous les intervenants donc pour la réalisation de ces webinaires, Christine, Bertrand, Juliette, Florian, Florent, Eve, Elsa. Et donc, comme on vous l'a dit, on va vous tenir informé de la suite des événements, à savoir les ateliers. Donc, au départ, qui était prévu plutôt territorial, et puis finalement, avec notre actualité, qui sera certainement virtuelle et thématique. Donc, on vous tient au courant et vous pourrez donc vous inscrire. Alors, Eve n'a pas envoyé le lien, mais on le fera de toute façon sur les supports qui vous seront envoyés. Et puis, comme vous avez pu le constater, c'est enregistré. Donc, nous aurons aussi la possibilité de vous envoyer le lien vers ce webinaire. Un grand merci à tous et puis à très bientôt pour continuer cette aventure. Et le lien est bien envoyé. Merci Eve. De rien.